le but du discours du président Poutine, c'était de saluer la chaîne créée il y a 20 ans à son initiative. La chaîne créée il y a 20 ans. Et de saluer les succès que celle-ci a accomplis en un temps record. C'est une chaîne qui est dirigée par Margarita Simonian. Margarita Simonian qui est donc la rédactrice en chef de la chaîne et qui emploie des centaines de journalistes et de correspondants à travers le monde. Mais le président Poutine, à l'occasion de son allocution, qui a duré entre 15 et 20 minutes, avant la réponse qui lui a été donnée par Margarita Simonian, avait une question qui le turlupinait. Il avait une question qui pour lui était essentielle et à laquelle il voulait répondre devant l'opinion publique, devant les invités que nous étions et qu'il a chaleureusement salués. La question était la suivante. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le succès des médias d'État russes auprès de l'écrasante majorité de la population du monde face aux médias mainstream de l'Occident qui est en conflit avec la Russie? C'est la grande question qu'il a posée, c'était celle-là. Qu'est-ce qui explique le succès des médias d'État de la Russie face aux médias mainstream occidentaux, c'est-à-dire américains et européens? Et il s'est attaché à apporter une réponse qui, moi, a constitué une espèce de rappel de ce que nous avons compris pour ce qui est de la situation africaine. Il dit, écoutez, les médias russes tiennent leur succès d'abord essentiellement à la qualité du traitement qu'ils font de l'information. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette qualité pour le président Poutine? J'ai noté les mots. La première qualité, c'est que ce sont des médias qui donnent une information réflexive. Une information réflexive. C'est-à-dire que les médias qui endoctrinent, les médias qui veulent en quelque sorte embobiner, tromper, sont des médias qui font des raccourcis ayant pour but de nous empêcher de penser. Ils nous donnent des prêt-à-porter mentaux, ils nous donnent des raccourcis intellectuels. Les médias qui abrutissent. Or, Poutine dit que ce qui caractérise les médias russes, c'est que ce sont des médias qui donnent à réfléchir. Mais pourquoi est-ce qu'ils donnent à réfléchir? Les médias russes, parce que ceux-ci, non seulement tiennent compte des thèses qui sont défendues par les autres médias, mais ils construisent patiemment des antithèses, de telle façon que l'opinion, en écoutant ces médias, est capable de comparer ce que disent les médias occidentaux et ce que disent les médias russes en confrontation avec les faits. Bref, en fait, l'information de ces médias a la particularité de donner à chacun la possibilité de juger par lui-même. Il dit, ça c'est la première chose. Les médias occidentaux se sont engouffrés dans la logique d'empêcher les gens de penser. On fait venir sur leur plateau des experts avec des titres pompeux qui ont pour but en réalité de décourager les gens de réfléchir et de prendre ce qu'ils vont dire pour de l'argent comptant. Alors que dans la logique des médias russes nouvelle génération, il s'agit de donner à chacun une information lui permettant d'aller lui-même en réalité penser, de confronter cette information à la réalité. Deuxième caractéristique de ces médias, sont des médias qui, selon le président Poutine, cherchent à dire la vérité. Alors, ils cherchent à dire la vérité, pourquoi? Parce qu'ils disent en donnant les éléments qui permettent de vérifier. Ils disent en donnant les éléments qui permettent de vérifier. Un média véridique est un média qui donne les moyens de la vérification à ceux qui l'écoutent. Troisième qualité qu'il souligne, le professionnalisme. Ce sont des médias qui ne sont pas aisés à prendre en défaut. Parce qu'ils élaborent l'information de telle façon que celle-ci soit capable de résister aux contradictions. Enfin, il souligne les qualités de sincérité, d'honnêteté et de crédibilité. Alors, qu'est-ce qui, moi, me touche dans ce discours? C'est qu'en fait, la première qualité pour qu'une communication politique soit au service de la communauté humaine, c'est que c'est une communication politique qui doit respecter les valeurs morales de civilisation. Ce que le président Poutine a rappelé là, m'a curieusement rappelé les conclusions
de la communication que j'ai adressée à l'occasion de mon invitation à Ouagadougou pour les universités africaines de la communication de Ouagadougou 2025, dont j'étais l'invité spécial. J'avais distingué 3 formes de communication qui s'affrontent en Afrique. 3 géopolitiques, 3 géostratégies de la communication. La première, celle des puissances racistes, négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes, qui consiste essentiellement à faire croire aux Africains qu'ils sont des êtres inférieurs, à entretenir les Africains dans le complexe d'infériorité à travers une communication de mépris, de condescendance, d'injonction, de menaces et de sanctions. Première forme de communication que subit l'Afrique aujourd'hui. Deuxième forme de communication, disais-je à Ouagadougou, la communication des despotes qui eux-mêmes sont au service d'intérêts étrangers à l'Afrique et qui, pour eux, eh bien, considèrent que communiquer en politique, c'est justifier la confiscation éternelle du pouvoir. J'ai appelé ces 2 premières formes de communication des communications marquées par le terreau-journalisme. Le terreau-journalisme, c'est l'utilisation et la manipulation de l'information pour distiller la peur, la terreur à des populations que l'on veut dominer et que l'on veut exploiter. En effet, les médias négriers, racistes, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes distillent vers l'Afrique essentiellement des informations qui effraient les Africains, des informations qui désespèrent les Africains, qui les enferment dans le fatalisme, qui les enferment dans la dépendance envers la dette, le FMI, la Banque mondiale, le franc CFA, la Banque de France et consorts, des informations désespérantes. De la même façon, les dictateurs africains brillent dans l'art de distiller l'idée selon laquelle ils seraient, eux, individus, la condition de la survie de toute la société, et qu'il faudrait à la limite exiger de Dieu qu'il soit éternel pour que le pays vive toujours. Donc, en effrayant la population, en faisant croire à la population qu'elle ne survivra pas à la mort de tel ou tel président, on fait vivre et on domine le peuple par la peur. C'est ce que font les tyrans d'Afrique centrale comme Biya Paul ou d'Afrique de l'Ouest comme Ouattara Draman. Les tyrans tous essayent de faire dépendre la paix et la stabilité du pays de leur paix et leur stabilité personnelle, eux, les tyrans, c'est-à-dire celle de leur pouvoir. Alors, quelle était, disais-je, la forme de communication qui participe pleinement à l'épanouissement de la communauté africaine? Dans la 3e partie de ma conférence de Ouagadougou, c'était le 1er octobre, si je ne m'abuse, 2025, vers 16 h, j'ai établi que la communication du panafricanisme révolutionnaire se caractérise par 4 points. Premièrement, c'est une communication qui se fonde sur des éléments de vérité. Elle s'impose l'obligation de vérifiabilité. Si je dis que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, si je dis que ce sont les puissances occidentales qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique, je dois vous donner les preuves. Un communicant révolutionnaire panafricain travaille toujours avec les preuves. Les Africains m'ont appelé en ce sens le docteur des preuves. Deuxième élément important de la communication de libération panafricaine révolutionnaire. C'est une communication de justice. Elle a pour but de rétablir la justice pour les victimes et les sanctions pour les coupables des tragédies que subissent nos peuples. Troisième caractéristique de cette communication, du panafricanisme révolutionnaire, j'ai dit que c'est une communication solidaire. Nous avons la responsabilité de dire essentiellement ce qui nous permet de protéger les plus vulnérables d'entre nous, le bien commun. Quand nous sommes communicants, que nous soyons journalistes ou que nous soyons influenceurs, aujourd'hui, dans la situation que connaît l'Afrique, nous avons une très grande responsabilité dans notre manière de traiter les informations. Car notre manière de traiter les informations peut soit protéger les plus vulnérables et protéger donc le pays, soit au contraire exposer les plus vulnérables et exposer par conséquent le pays. D'où l'importance de la solidarité dans l'acte de communication. Toujours te demander quel va être l'impact de ce que tu dis, de ce que tu dévoiles pour, les innocents qui t'écoutent. Enfin, disais-je, la communication du panafricanisme révolutionnaire, la communication qui libère, doit être une communication d'action. Nous communiquons, nous échangeons des idées pour transformer positivement les comportements et agir sur notre vie.
Notre vie sociale, culturelle, économique et politique doit être transformée. Comme le disait Karl Marx dans la 11e thèse sur Feuerbach, les philosophes, depuis très longtemps, n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, il s'agit précisément de le transformer. Il faut transformer le monde. On ne peut pas être un communicant panafricaniste révolutionnaire sans faire cet effort de vérité, cet effort de justice, cet effort de solidarité et cet effort d'action.